Salut les amis, ici Greg de G-Tech Audiovisuel. Aujourd'hui, on va se faire un petit truc. J'ai reçu un paquet, on va regarder ça ensemble. L'idée c'est de tester une nouvelle imprimante 3D. Donc en fait j'en ai déjà eu une similaire que du coup je vais upgrader pour arriver à ce modèle-ci. Donc du coup on va voir le modèle tout neuf ensemble pour voir si quand vous l'achetez, comment ça se passe. On va faire très rapide, je vais pas faire un review complet parce qu'il y en a plusieurs sur internet. L'idée c'est de vous donner mon avis assez rapidement sur ce modèle là par rapport au prix et tout ça. Est-ce que ça vaut le coup, la simplicité de mise en œuvre et autres. Allez, on regarde ça. Alors voilà le modèle, ça arrive dans un carton comme ça, c'est la Ender 3 S1 Pro. Grosso merdo, c'est une imprimante petit modèle, 220 par 220 par 270. L'idée de ce modèle, c'est que elle a tout déjà normalement dedans. C'est-à-dire qu'on a le direct drive, c'est-à-dire que le filament arrive directement dans la tête, ce qui est un petit peu mieux pour les filaments TPU, pour toutes les pièces qu'on fait nous pour les drones en plastique souple. Elle a un truc pour faire le nivelage automatique. Bref, on va voir tout ça ensemble, mais c'est plutôt pas mal. Donc on a des indications, une petite feuille qui nous donne un petit peu les paramètres à utiliser en fonction des types de filaments qu'on utilise. Les paramètres à rentrer notamment dans votre slicer, donc Cura ou autre, donc le logiciel qui va transformer votre fichier STL, donc fichier 3D en G-code pour l'imprimante, c'est-à-dire en ligne, en découpage quoi. Et voilà, là il y a pas mal d'informations. Cette feuille est franchement utile, je pense. Ça permet déjà d'avoir des pré-réglages plutôt pas mal. Ensuite, petit sachet avec les outils, les vis, bref, vous verrez tout ça dans des reviews déjà existantes. Vous tapez le modèle de l'imprimante sur internet, vous allez en voir des tas quoi. Le petit manuel, et en français aussi s'il vous plaît. Un petit peu de filament, malheureusement pas sur une bobine, ça c'est un peu nul. Première partie avec la tête, l'écran, les accessoires, bref. Deuxième partie avec l'axe Z, la hauteur, qui plutôt pas mal parce qu'on a deux moteurs pour l'axe Z synchronisés avec une courroie en haut. Donc ça en termes de précision pour la montée et puis pour éviter que ça se penche d'un côté ou d'un autre, c'est franchement pas mal. Le câble d'alimentation. Et donc le plateau. Donc voilà, une fois tout déballé, grosso modo, on a une carte mémoire avec déjà des modèles pour tester l'imprimante, un lecteur de cartes, micro SD, SD, un détecteur pour le Z au cas où on veuille pas se servir du CR Touch, une petite pince, une buse de rechange en 0,4, les petits outils, le manuel, quelques vis, l'écran, la tête, direct drive, le porte-bobine, enfin le bras du porte-bobine, la bobine. Là on a du coup le porte-bobine, on sent qu'il roule, il y a un roulement à billes à l'intérieur, il n'est pas fixe, donc ça va mieux faire tourner la bobine. La petite spatule, ça c'est pour bloquer le câble, et ensuite les deux parties, c'est-à-dire la partie haute et le plateau. L'idée c'est d'aller fixer la partie haute sur ces deux parties là, ça vous le verrez sur tous les autres tutos. Nous on va le faire rapidement avec le manuel d'utilisation, et une fois que c'est monté on vous fait la mise en route. Donc à la réception, quand je faisais coulisser ça de droite à gauche là, donc l'axe X, je sentais un petit peu que c'était dur. En fait c'était la roue qui était trop serrée, donc il suffit de prendre la clé et là il y a un écrou en dessous qui permet en fait d'écarter ou de rapprocher, enfin pour faire serrer les roues sur le rail. Là ça serrait trop le rail, du coup ça forçait. Donc j'ai desserré très légèrement. Si on desserre trop, il y a du jeu qui apparaît. Donc en fait on desserre juste pour effacer le jeu et après hop on s'arrête. Et normalement ça le fait. Ensuite sur l'axe Z c'est pareil, il y a trois roues. Une seule qui peut se serrer de façon à pincer plus ou moins le rail. Du coup là c'était l'inverse. J'avais une roulette qui tournait dans le vide, c'est-à-dire qu'avec le doigt je pouvais la faire tourner. Donc en fait elle pinçait pas assez le rail. Donc du coup pareil avec la même clé, hop là on met un petit coup de façon à ce que ce soit pas libre mais que ça pince juste sans trop serrer. Pareil de l'autre côté, nickel nickel. Sur l'axe du plateau ça avait l'air d'être plutôt pas mal. C'est juste on entend une espèce de vibration. En fait ça vient ici là du contacteur qui fait le fin de course là.
il vibre. C'est-à-dire que le déplacement du plateau fait vibrer le composant ici. Si je le tiens, on n'a plus la vibration. Donc du coup, j'ai remarqué que, alors pas sur le contacteur, mais je vais mettre sur le côté du boîtier du contacteur, je vais mettre une petite boule Patafix. Hop, comme ça. Et hop, j'ai plus les vibrations. Donc voilà, ça fait un peu bricoleur, mais l'idée, en fait, c'est avec la Patafix, ça absorbe toutes les vibrations du composant. Et lors des déplacements, bah, du coup, ça vibre plus. Surtout, je mets pas de Patafix au niveau du contacteur, hein, parce que sinon, ça ferait plus clic. Mais là, le contacteur fonctionne bien, sans problème. Et on n'a plus les vibrations parce qu'elles sont absorbées par la Patafix. Du coup, moi j'avais préparé 2-3 petites choses. J'ai imprimé du coup une protection de câble. A priori, j'avais pu remarquer que la partie du câble donc qui vient se brancher sur la tête ici allait être souvent sollicitée. Donc du coup, il y avait en ligne sur internet un petit bout comme ça qui permettait du coup de le mettre sur le câble pour renforcer cette liaison là qui va être souvent sollicitée pour éviter qu'elle s'abîme dans le temps. Et également, j'avais imprimé, du coup, il y a sur cette imprimante un petit tiroir de rangement pour les outils et tout ça. Tac, voici. Et du coup, j'avais trouvé la possibilité, voilà, d'imprimer, hop là, des petits rangements qui permettent de faire en sorte que les choses se baladent pas dedans, hop là, et qu'on puisse tout ranger correctement. Donc là il y a des petits réservoirs pour mettre les buses et les ranger ici, tac, et ici on va mettre tous les autres, les vis et autre chose. Au moins tout se balade pas et on peut avoir tout sous la main facilement. Donc sur la carte mémoire vous avez pas mal de choses. On va faire hop par type. On a les manuels donc en français et plein d'autres langues, les logiciels. Malheureusement, le Creality Slicer, je vois qu'il n'est pas pour Mac. Mais par contre, il y a un profil Cura. Donc du coup, c'est plutôt cool. Il y a ensuite plein de modèles, hein, poignées, un petit chat, un lapin, plein de choses. Grosso merdo. Mais surtout, je viens de voir qu'il y a des vidéos d'explication. Hop là. Qui donc nous expliquent un petit peu une fois qu'elle est montée, les premières opérations à faire de réglage et tout ça. Donc ça c'est franchement cool pour ceux qui sont pas habitués aux imprimantes, ça peut aider à avoir une première appréhension. Et il y a une deuxième vidéo qui est tout simplement le déballage et le montage. Donc en fait, on n'a presque pas besoin du manuel d'utilisation. Il suffit juste de regarder les vidéos et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Comme ça, on va faire ça comme si on était vraiment des débutants. Par la suite, vu que on n'est pas vraiment des débutants, j'ai déjà préparé donc un Raspberry Pi avec Octopi dedans, une alimentation relativement puissante pour l'alimenter et du coup la webcam pour surveiller les impressions. On aura juste à brancher l'imprimante dessus et on pourra du coup avoir notre imprimante sur le réseau de façon à pouvoir administrer l'imprimante via les ordinateurs. Actuellement dans ce bureau ici, parce que du coup j'ai plusieurs bureaux, dans ce bureau ici j'ai une BQ B1 qui ressemble beaucoup pour être honnête, hein, c'est copie de Ender 3 un petit peu différente. L'écran est intégré à la base ici mais il est aussi tactile. Il y a aussi un BL Touch, j'ai mis aussi un Raspberry Pi avec une petite caméra. Il y a 2-3 petites choses qui diffèrent, c'est que là on est en Bowden, ça veut dire que le moteur est à l'arrière et pousse le filament dans un tube et donc du coup il y a une distance qui sépare la tête de chauffe du moteur qui pousse le filament. Donc on n'est pas en direct drive, donc en théorie la Ender 3 sera mieux de ce côté là pour ce point là en particulier. Et ensuite là je dois m'occuper de changer la tête pour la basculer. C'est une Prusa MK3S que je dois transformer en MK3+. J'ai reçu les pièces, il faut que je m'en occupe, qui a été mis du coup dans un petit meuble Ikea fabriqué sur mesure avec l'écran déporté à l'extérieur ainsi que l'alimentation. Voilà, une imprimante aussi un petit peu différente mais qui fonctionne franchement aussi bien voire mieux des fois, ça dépend. Pour certaines choses je trouve que c'est mieux, pour d'autres un petit peu moins bien. Par exemple toute la partie de la tête, c'est pas un connecteur, c'est relié directement au câble, donc dès qu'on a une panne le dépannage est un peu plus chiant à faire, mais par contre je trouve qu'elle est un peu plus réfléchie en termes de firmware.
tout est automatisé, il suffit de suivre ce qu'il y a sur l'écran, ce qui n'est pas toujours le cas sur ces modèles là, il faut apprendre un petit peu à naviguer dans les menus. Donc voilà, montage terminé, grosso modo je pense que j'ai mis une petite demi-heure, peut-être parce que j'ai l'habitude, donc je sais à peu près ce qu'il y a à faire. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui connaissent pas du tout, peut-être 3/4 d'heure, j'en sais rien. Franchement très simple à monter, hein. Et puis en plus la vidéo qu'il y a sur la carte SD montre vraiment tout. On monte du coup la partie dessus, il y a 2-3 trucs à raccrocher, à visser, 4 vis à mettre, ça va hyper vite. Les câbles ici sont tous repérés et de toute façon ils ont pas le même nombre de broches, donc on peut pas se tromper. Ici moi j'ai rajouté donc mon petit truc qui fait que le câble part en l'air et il est protégé ici. Et ensuite ouais, l'accroche derrière ici, le branchement des câbles en dessous, tout se fait très rapidement et sans problème, c'est extrêmement rapide. Maintenant on va suivre le reste de la vidéo pour faire la partie du nivelage et on revient vers vous. Bon bah voilà, premier réglage fait comme indiqué sur la vidéo, et du coup j'ai inséré la carte SD et démarré le petit lapin qui est intégré à la carte mémoire. Il y a un petit interrupteur ici en haut pour éclairer la réglette d'éclairage qui éclaire plutôt bien. Donc franchement la mise en route est vraiment simple à faire, les réglages aussi pour l'instant, et puis on va bien voir à la fin de cette impression ce que ça donne si tout va bien. Au niveau de l'écran, donc pendant que ça imprime, on a le nom du fichier tout en haut, on a les indications des températures et autres qui sont indiquées, on a une pause et un stop, un pourcentage et le temps que ça a mis pour depuis combien de temps ça imprime. Je regrette un peu sur ma BQ B1, j'ai sur l'écran une estimation de combien de temps il reste avant la fin de l'impression. Là malheureusement j'ai pas trouvé comment on faisait pour l'afficher, faudra peut-être que je me renseigne. L'imprimante en fonctionnement est plutôt silencieuse, ce qui fait du bruit comme toutes les imprimantes finalement. C'est le ventilateur qui refroidit la carte mère en dessous de l'imprimante, et les ventilos aussi de la tête, donc celui qui sert à refroidir le radiateur de la buse et celui qui sert à refroidir le filament en sortie de buse. Mais sinon les mouvements et tout ça sont plutôt silencieux. De toute façon, si on sait très bien que la seule amélioration qu'on pourrait faire en termes de bruit au jour d'aujourd'hui sur les imprimantes 3D, c'est la partie ventilation, parce que c'est ce qui fait le plus de bruit quoi. Mais pour l'instant écoutez, ça se passe plutôt bien, ça avance, ça a l'air de bien accrocher, c'est plutôt rapide, tout se passe correctement. Bon et bien voilà, première impression terminée, le fameux petit lapin, et franchement il est nickel, hein. Il est propre, il n'y a pas trop de trucs dégueulasses. On voit un petit peu, alors je sais pas si je peux arriver, je sais pas si vous voyez là sur l'oreille, il faudrait que j'arrive à... sur l'oreille on voit un petit peu ces lignes horizontales là, comme s'il y avait des différences de couleurs entre les couches, ou des mini bourrelets, ou je ne sais pas, mais ça on les a sur quasiment toutes les imprimantes. Après petit truc dommage, donc cette fameuse aussi vibration là derrière sur le petit détecteur de fin de course là à l'arrière qui vibre quand le plateau il se déplace, donc avec la pâte à fixe hein, ça marche, hein, ça gomme le problème. L'imprimante n'est pas livrée avec un câble USB quand on veut leur accorder un Raspberry Pi ou faire une mise à jour ou autre, pas de câble USB livré dans le package, un peu dommage. Et puis pour finir donc voilà, je vais continuer à faire des tests pour voir si ces petites ondulations là sont dues à l'impression en elle-même, la façon dont c'est fait, peut-être que le fait que ce soit les oreilles, donc à chaque fois il fait un petit bout ici, il se déplace, un petit bout ici, un petit bout ici, peut-être que ce déplacement là génère ce genre de truc, parce que sur le corps j'ai pas ce genre de truc, le corps est plutôt bien, c'est plus sur les oreilles ces petites ondulations. Voilà, mais franchement super machine, je crois qu'elle est aux alentours des 500 et quelques euros, et ça marche franchement bien pour ce prix là, pas prise de tête pour les gens qui ont pas envie trop de mettre les mains dans le cambouis. Après on va voir dans la durée, je vais faire pas mal d'impressions avec, et puis on va voir si ça tient le coup, si ça se dérègle tout, si c'est fiable et tout ça. Mais pour l'instant très bonne, plutôt très bonne appréciation, très bon démarrage en tout cas pour l'instant, pour moi c'est franchement cool.